L'histoire de la Jordanie ne commence pas avec un royaume moderne, ni avec des frontières dessinées sur une carte. Elle commence avec un peuple qui a appris à survivre au milieu du désert, avec des empires éphémères, des guerres qu'il n'a pas choisies et des promesses souvent non tenues. C'est peut-être pour cela que cette histoire semble si accessible. Parce que nous avons tous, à un moment ou un autre, ressenti ce que Jordan a ressenti. La pression de forces supérieures, l'incertitude de l'avenir, la lutte pour préserver son identité quand tout semble changer. La Jordanie a connu la pénurie, l'exil, l'instabilité et le fardeau de vivre dans une région marquée par les conflits. Mais elle a aussi appris une leçon essentielle. La force ne réside pas toujours dans la richesse ou le pouvoir, mais dans la capacité à endurer sans perdre son âme. Et c'est précisément là que réside la solution à cette histoire. Car la Jordanie n'a pas renoncé. Elle s'est adaptée, s'est reconstruite et a trouvé dans l'unité, la diplomatie et la résilience le moyen de rester forte. Aujourd'hui, je vous invite à explorer l'histoire complète de la Jordanie. Un voyage des anciennes civilisations du désert à un royaume moderne qui, contre toute attente, continue d'écrire son histoire avec dignité, équilibre et espoir. Avant d'entamer ce voyage à travers l'histoire de la Jordanie, j'ai une invitation rapide mais très importante à vous adresser. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci. Et laissez-moi un commentaire. Écrire « La Jordanie résiste ». Avec ce simple commentaire, non seulement vous participerez, mais vous aiderez également à ce que cette vidéo touche beaucoup plus de personnes qui, comme vous, aiment l'histoire. Votre soutien fait la différence. Alors, respirez profondément et rejoignez-moi pour découvrir l'une des histoires les plus surprenantes du Moyen-Orient. 1. La terre biblique et les premiers établissements humains. L'histoire de la Jordanie commence bien avant l'existence de pays, de frontières, voire même de noms pour ces terres. Elle débute sur un territoire ancestral chargé de sens où l'humanité a appris à vivre, à croire et à laisser des traces qui perdurent encore aujourd'hui. La région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Jordanie fut l'un des premiers lieux habités sans interruption par l'homme, grâce à sa situation stratégique entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Depuis la préhistoire, des groupes humains se sont installés dans la vallée du Jourdain et aux alentours de la mer Morte. Ils y ont trouvé de l'eau, des voies de passage naturelles et des terres qui, bien qu'arides, étaient propices à la vie. Les vestiges archéologiques témoignent de la pratique de la chasse, de la cueillette et, au fil du temps, de l'une des premières formes d'agriculture au monde. La Jordanie, sans exagération, a joué un rôle déterminant dans la naissance de la civilisation humaine. Au fil des millénaires, ces terres prirent une valeur encore plus grande. Elles devinrent un pont naturel entre les grandes civilisations. Marchands, voyageurs, armées et prophètes y transitèrent. Chaque passage laissa une trace, chaque culture apporta sa contribution. Ainsi, la Jordanie devint un carrefour où se rencontraient idées, dieux et langues. Ce n'est pas un hasard si cette région apparaît à maintes reprises dans la Bible et d'autres textes sacrés. Le Jourdain, par exemple, n'était pas qu'une simple source d'eau, il était un symbole spirituel. Des événements fondamentaux pour le judaïsme et le christianisme se sont déroulés sur ces rives. Tout près se dresse le mont Nebo, d'où, selon la tradition biblique, Moïse contempla la terre promise avant de mourir. Ces récits ont non seulement conféré à la région une identité religieuse, mais l'ont aussi placée au cœur de l'histoire spirituelle de l'humanité. Durant cette période reculée, il n'existait pas de royaumes organisés tels que nous les connaissons aujourd'hui. La vie s'organisait autour de tribus et de clans, unis par des liens familiaux, des croyances partagées et la nécessité de survivre dans un environnement hostile. Le désert a forgé le caractère de ses habitants, résilients, en harmonie avec la nature et profondément spirituels. Ils ont appris à s'adapter, à tirer le meilleur parti de chaque ressource et à protéger leur route. Ces premières communautés ont posé les fondements de tout ce qui a suivi. Sans elles, il n'y aurait eu ni grands royaumes antiques, ni les cités monumentales qui émerveillent le monde aujourd'hui. La Jordanie
n'est pas née comme un État. Elle est née comme une terre de rencontre, où l'humanité a appris à vivre en harmonie avec la nature, le mystère et le sacré. Ce n'était que le début. Car au fil du temps, ces tribus dispersées commencèrent à mieux s'organiser, à revendiquer des territoires et à former les premiers royaumes antiques, chacun avec son identité, son Dieu et son histoire propre. C'est précisément là que nous conduit le chapitre suivant, l'essor d'Édom, de Moab et d'Ammon, les premiers grands noms de l'histoire jordanienne. 2. Les anciens royaumes, Édom, Moab et Ammon. Au fil du temps, les tribus dispersées qui peuplaient la région commencèrent à s'organiser de manière plus systématique. La nécessité de défendre leur territoire, de contrôler les routes commerciales et de préserver leur identité mena à l'émergence des premiers royaumes antiques sur le territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Jordanie. Ainsi naquirent Édom, Moab et Ammon, 3 royaumes distincts, unis par la géographie, la culture sémitique et une histoire marquée par des alliances et des conflits. Ces royaumes se sont développés entre le XIIIe et le XVIe siècle avant JC, dans un contexte où la puissance se mesurait au contrôle des routes, des ressources en eau et des zones stratégiques. Il ne s'agissait pas de vastes empires, mais plutôt d'États organisés, dotés de leurs propres rois, armées et systèmes religieux. Édom était établi au sud, dans une région montagneuse et désertique. Ses habitants étaient réputés pour leur résilience et leur capacité à survivre dans des conditions extrêmes. Ils contrôlaient d'importantes routes commerciales reliant l'Arabie à la Méditerranée, ce qui leur apporta richesse et puissance. Dans les textes bibliques, Édom apparaît fréquemment comme un royaume frère et rival d'Israël, avec des relations tendues, oscillant entre coopération et conflit. Plus au nord s'étendait Moab, établi sur un plateau fertile dominant la mer Morte. Grâce à ses terres agricoles, Moab développa une économie plus stable, fondée sur l'agriculture et l'élevage. Sa culture et sa religion étaient centrées sur le dieu Kémosh, et son histoire est étroitement liée au récit biblique, où il apparaît tantôt comme un allié, tantôt comme un ennemi des Israélites. La célèbre stèle de Mécha, inscription archéologique royale, confirme nombre de ces récits et témoigne du niveau d'organisation politique du royaume. Au nord-est s'étendait le royaume d'Ammon, dont la capitale était Rabat Ammon, l'actuel Amman. Ce royaume contrôlait des routes commerciales vitales et conservait une identité forte et distincte. Les Ammonites étaient des commerçants et des guerriers habiles, et leur position stratégique leur permit de résister pendant des siècles aux pressions des puissances voisines. Ammon apparaît également dans les textes sacrés et les archives anciennes, toujours comme un acteur majeur de la région. Bien que chaque royaume possédât sa propre identité, ils partageaient des langues, des coutumes et des modes de vie similaires. Il s'agissait de sociétés profondément religieuses, où les dieux influençaient la politique, la guerre et la vie quotidienne. Les rois ne régnaient pas seuls. Ils s'appuyaient sur les prêtres, les anciens et les chefs tribaux. Cependant, cette stabilité relative ne pouvait durer. La région était trop importante pour être négligée. À mesure que les grandes puissances gagnaient en influence en Mésopotamie et en Égypte, les petits royaumes de Jordanie commencèrent à subir des pressions extérieures. Les alliances ne suffisaient plus et l'indépendance se trouva menacée. Ainsi, ces anciens royaumes, nés des efforts humains pour s'organiser et survivre, allaient bientôt se retrouver dans l'ombre d'empires bien plus puissants, ce qui allait changer à jamais le destin de la région. Ce conflit entre le local et l'impérial marque le chapitre suivant de notre histoire, lorsque les Assyriens, les Babyloniens et les Égyptiens étendent leur influence sur les terres jordaniennes. 3. L'influence des empires mésopotamiens et égyptiens. Tandis que les royaumes d'Édom, de Moab et d'Ammon consolidaient leur pouvoir, le monde qui les entourait connaissait des transformations rapides. Sur les vastes plaines de Mésopotamie et le long des rives du Nil, de puissants empires, organisés et ambitieux, émergeaient, dotés d'armées capables de dominer de vastes territoires.
Pour ses puissances, la région de Jordanie n'était pas un simple ensemble de petits royaumes. Elle constituait un passage stratégique vital entre l'Asie, l'Afrique et la Méditerranée. Les premiers à exercer leur influence furent les Égyptiens, surtout durant le Nouvel Empire. L'Égypte cherchait à contrôler les routes commerciales reliant la mer Rouge au Levant. Bien que leur pouvoir ne fût pas toujours direct, leur influence se fit sentir dans la diplomatie, le commerce et la culture. Les rois locaux apprirent que pour survivre, il était parfois préférable de payer un tribut plutôt que de s'opposer au pharaon. Au fil du temps, la pression la plus intense s'est exercée depuis le nord et l'est. Les Assyriens, réputés pour leur puissance militaire et leur politique expansionniste agressive, ont progressé dans toute la région au 8e et 7e siècle avant JAC. Pour les petits royaumes jordaniens, affronter la Syrie était quasiment impossible. Les villes furent pillées, les populations déplacées et les rois contraints de prêter allégeance à l'Empire. Édom, Moab et Ammon conservèrent une certaine autonomie, mais n'étaient plus totalement libres. Ils devaient payer des impôts, envoyer des soldats et accepter des gouverneurs imposés ou supervisés par la Syrie. Cette situation bouleversa profondément la vie quotidienne. Le fardeau pesant sur la population s'alourdit, le pouvoir des rois locaux s'affaiblit et la crainte constante de la guerre s'intensifia. Après le déclin de la Syrie, un autre géant prit sa place, Babylone. Sous le règne de Nabuchodonosor II, Babylone étendit sa domination sur toute la région. De nombreux royaumes, épuisés par des années de pression impériale, ne purent résister. Déportations forcées et destruction de villes marquèrent cette période. Bien que la Jordanie n'ait pas subi la dévastation totale qui frappa d'autres peuples, l'impact fut profond et durable. Ces siècles de domination impériale ont laissé une leçon claire. La région jordanienne était vouée à vivre parmi les grandes puissances, s'adaptant constamment pour survivre. Mais ils ont aussi légué quelque chose de plus précieux, un riche brassage culturel où idées, techniques et croyances circulaient au gré des armées et des marchands. Les traditions locales ancestrales commencèrent à se mêler aux influences étrangères. De nouvelles formes d'administration, d'écriture et de commerce s'intégrèrent à la vie régionale. La Jordanie, une fois de plus, se révéla un lieu de rencontre, même en période de domination. Cependant, aucun empire ne dure éternellement. Au fil des siècles, la puissance mésopotamienne s'affaiblit et la région entra dans une nouvelle ère historique. Cette ère allait voir émerger un peuple de marchands, ingénieux et visionnaires, capable de transformer le désert en richesse et de bâtir l'une des cités les plus étonnantes du monde antique. Ce peuple, ce sont les Nabatéens, et leur histoire nous mènera directement à la splendeur de Pétra, le prochain grand chapitre de l'histoire de la Jordanie. 4. Les Nabatéens et la splendeur de Pétra. Après des siècles de domination et d'influence par de grands empires, la région jordanienne a vu l'émergence d'un peuple extraordinaire, capable de transformer le désert en un havre de prospérité, les Nabatéens. À partir du IVe siècle avant JAC, ce peuple arabe a commencé à s'installer dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Jordanie, tirant pleinement parti des routes commerciales qui traversaient la péninsule arabique. Les Nabatéens n'ont pas bâti leur puissance sur de grandes armées, mais sur l'intelligence, le commerce et leur capacité d'adaptation. Ils contrôlaient les routes commerciales par lesquelles circulaient dans le monde antique des marchandises extrêmement précieuses, tels que l'encens, la myrrhe, les épices et les parfums, des produits très recherchés dans les temples, les palais et les rituels religieux. Grâce à ce commerce, ils ont accumulé des richesses et noué des alliances avec diverses puissances. Le cœur de leur royaume était Pétra, une cité unique au monde. Nichée au creux de montagnes de roches rougeâtres, Pétra était non seulement une capitale politique, mais aussi un chef-d'œuvre d'ingénierie. Les Nabatéens ont sculpté temples, tombeaux et édifices directement dans la pierre, créant une cité monumentale qui semblait surgir de la montagne elle-même. Mais leur plus grande réalisation demeurait invisible à l'œil nu.
un système hydraulique sophistiqué qui leur permettait de collecter, stocker et distribuer l'eau au beau milieu du désert. Grâce à ce système, Petra pouvait nourrir des milliers d'habitants et des caravanes entières traversant la région. L'eau, ressource la plus précieuse, devint le fondement de leur puissance. Cela démontre que les Nabatéens comprenaient leur environnement mieux que quiconque et savaient le maîtriser sans le détruire. Sur le plan culturel, les Nabatéens étaient un peuple ouvert. Ils ont assimilé les influences grecques, orientales et arabes, forgeant ainsi leur propre identité. Leurs dieux, leur art et leur architecture témoignent de ce mélange. Bien qu'ils parlaient arabe, ils utilisaient des systèmes d'écriture influencés par l'araméen, qui jouera plus tard un rôle déterminant dans le développement de l'alphabet arabe. À son apogée, entre le 1er siècle avant J-C et le 1er siècle après J-C, le royaume nabatéen était une puissance régionale respectée. Il parvint à préserver son indépendance vis-à-vis d'empires bien plus vastes grâce à la diplomatie et au contrôle du commerce. Cependant, cet équilibre ne pouvait perdurer. Au fil du temps, les routes commerciales se modifièrent et une nouvelle puissance, Rome, remarqua la richesse et la position stratégique de Petra. En 106 après J-C, l'empereur Trajan intégra le royaume nabatéen à l'Empire romain. Petra ne fut pas détruite. Au contraire, elle fut intégrée au système romain et continua de prospérer pendant un certain temps. Malgré tout, le monde changeait. De nouvelles routes commerciales, des tremblements de terre et des transformations économiques ont entraîné un lent déclin. Petra a peu à peu perdu de son importance et, lentement, a été abandonnée, enfouie sous le sable et le silence pendant des siècles. Mais son héritage n'a jamais disparu. Petra demeure un témoignage de l'ingéniosité humaine et de l'époque où la Jordanie était un centre de commerce, de culture et de pouvoir dans le monde antique. Cet héritage serait transmis à une nouvelle civilisation dominante qui transformerait profondément la région, l'Empire romain, dont le règne marquerait le chapitre suivant de cette histoire. Avant de poursuivre cette histoire, prenez un instant pour vérifier si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Si vous ne l'êtes pas déjà, c'est le moment idéal pour le faire. Et si cette histoire vous touche d'une quelconque manière, n'hésitez pas à la partager. En partageant cette vidéo, vous aidez davantage de personnes à découvrir l'histoire de Jordan et à comprendre pourquoi elle demeure un symbole de résilience et d'équilibre. Un geste aussi simple peut donner beaucoup plus de sens à cette histoire. Passons maintenant à la suite, car ce qui va suivre est encore plus important. 5. La conquête romaine et la décapole. Avec l'annexion du royaume nabatéen en 106 après J-C, la Jordanie entra officiellement dans la sphère d'influence de l'une des plus grandes puissances de l'histoire, l'Empire romain. Pour Rome, cette région revêtait non seulement une valeur symbolique et culturelle, mais aussi une importance stratégique considérable. Contrôler ces terres signifiait sécuriser les routes commerciales, stabiliser les frontières orientales et relier la Méditerranée à l'Arabie. Après l'annexion, Rome créa la province d'Arabie pétrée avec Bosra pour capitale et conserva une grande partie des structures administratives existantes. Contrairement à d'autres conquêtes plus violentes, la transition se déroula de manière relativement ordonnée. Les Romains avaient compris que l'intégration, plutôt que la destruction, était la meilleure façon de gouverner des territoires aussi divers. L'un des éléments les plus importants de cette période fut la Décapole, une ligue de 10 cités gréco-romaines qui prospérèrent dans la région. Dans l'actuelle Jordanie, des villes comme Gerasa, Jerash, Philadelphie, Amman, Pella et Gadara se distinguèrent. Ces cités devinrent des centres de commerce, de culture et de vie urbaine à la romaine. L'influence romaine était omniprésente. Routes, aqueducs, temples, théâtres, forums et places publiques furent construits. Les villes regorgèrent de colonnes, de statues et d'édifices monumentaux dont l'état de conservation impressionne encore aujourd'hui. Jerash, en particulier, devint l'une des villes romaines les mieux planifiées et les plus prospères d'Orient,
Mais Rome a apporté bien plus que de la pierre et de l'architecture. Elle a introduit un nouveau modèle de vie urbaine. La population locale a commencé à adopter les coutumes romaines. L'usage du latin et du grec, le droit romain et de nouvelles formes de commerce et d'administration. Cependant, cela n'a pas entraîné la disparition des traditions locales. La Jordanie est restée un creuset de culture où les influences romaines, arabes et orientales ont coexisté. Aux IIe et IIIe siècles, la région connut une période de relative prospérité. Le commerce demeura florissant. L'agriculture se développa grâce aux techniques romaines et la stabilité permit la croissance démographique. Pour de nombreux habitants, ce fut une époque d'ordre et d'opportunité. Avec le temps, l'Empire romain commença cependant à montrer des signes de déclin. Crises internes, pressions extérieures et bouleversements politiques affectèrent son contrôle. Malgré cela, l'héritage romain laissa une empreinte profonde et durable sur la Jordanie, visible non seulement dans les ruines, mais aussi dans l'organisation du territoire et dans la mémoire collective. Cette période marqua une transformation décisive. La Jordanie cessa d'être une simple terre de transit et devint un centre urbain intégré au monde méditerranéen. Mais une force nouvelle commençait à se développer au sein de l'Empire. Une foi qui allait changer le cours de l'histoire et donner une nouvelle dimension spirituelle à ces terres. Cette transformation surviendrait avec le christianisme, lors de l'étape suivante, la période byzantine, qui sera au cœur du chapitre suivant. 6. La période byzantine et l'expansion du christianisme. Avec la division de l'Empire romain à la fin du IIIe siècle, les territoires de l'actuelle Jordanie passèrent sous l'autorité de l'Empire romain d'Orient, connu sous le nom d'Empire byzantin. Ce changement ne fut pas seulement administratif, il marqua une profonde transformation de l'identité spirituelle et culturelle de la région. Le christianisme, qui s'était lentement développé au cours des siècles précédents, acquit une place centrale dans la vie publique. À partir du IVe siècle, et plus particulièrement après le règne de l'empereur Constantin, le christianisme cessa d'être persécuté et connut une expansion rapide. La Jordanie, de par sa proximité avec les sites bibliques et sa valeur symbolique, devint un territoire clé pour la foi chrétienne. Églises, monastères et lieux de pèlerinage virent le jour dans les villes et les villages, s'intégrant pleinement à la vie quotidienne. Les anciennes villes romaines restèrent actives, mais elles prirent un nouveau visage. Jérach, Madaba et Amman demeurèrent d'importants centres urbains, enrichis de basiliques et d'édifices religieux. Madaba, en particulier, se distingua par ses mosaïques exceptionnelles, dont la plus célèbre est la carte de Madaba, une représentation détaillée de la Terre Sainte qui aide encore aujourd'hui les historiens à comprendre la géographie biblique. La région fut également le théâtre d'événements marquants pour le christianisme. Les lieux traditionnels du baptême de Jésus se situent tout près du Jourdain, attirant des pèlerins du monde entier. Ces voyages dynamisèrent l'économie locale et renforcèrent l'importance spirituelle de la Jordanie au sein du monde byzantin. Durant cette période, l'administration byzantine a conservé une grande partie de l'infrastructure romaine, mais a introduit une nouvelle conception du pouvoir, l'union de l'autorité politique et de la foi religieuse. Les évêques et les chefs religieux ont commencé à jouer un rôle prépondérant, non seulement sur le plan spirituel, mais aussi social et politique. Cette période ne fut toutefois pas sans difficulté. Tremblements de terre, crises économiques et conflits religieux internes affaiblirent progressivement le contrôle byzantin. De plus, la défense des frontières orientales de l'Empire devint de plus en plus difficile face aux nouvelles puissances émergentes dans la péninsule arabique. Malgré tout, l'héritage byzantin a laissé une empreinte indélébile. L'architecture, l'art religieux et la profonde tradition chrétienne qui se sont enracinées durant ces siècles demeurent une composante essentielle du patrimoine jordanien. À cette époque, la région était un pont spirituel entre l'Orient et l'Occident. Mais l'histoire n'est jamais figée. Au 7e siècle, une nouvelle foi et une nouvelle force politique émergèrent d'Arabie, entraînant une transformation encore plus profonde.
Avec l'avènement de l'islam et des califats arabes, la Jordanie entra dans une ère nouvelle qui allait modifier à jamais son identité religieuse, culturelle et politique. Ce moment décisif sera au cœur du prochain chapitre. 7. L'arrivée de l'islam et des califats arabes. Au 7e siècle, une transformation décisive commença à se propager depuis la péninsule arabique et atteignit rapidement les terres de l'actuelle Jordanie. Il ne s'agissait pas seulement d'une nouvelle force politique, mais aussi d'une nouvelle foi et d'une nouvelle vision du monde, l'islam. En quelques années, cette religion unifia les peuples arabes, auparavant dispersés sur le territoire, et donna naissance à un mouvement capable de changer le cours de l'histoire régionale. Après la mort du prophète Mahomet en 632, les armées musulmanes entreprirent une expansion rapide. En 636, la bataille de Yarmouk, livrée près de l'actuelle Jordanie, marqua un tournant décisif. Les forces byzantines furent vaincues et le contrôle de la région passa définitivement aux mains des musulmans. Cet événement modifia non seulement le pouvoir en place, mais aussi l'identité religieuse et culturelle du territoire. La Jordanie fut intégrée au califat des Rachidoun, le premier des grands califats islamiques. Contrairement à de nombreuses conquêtes antérieures, le nouveau pouvoir n'imposa pas de destruction généralisée. Les communautés chrétiennes et juives purent continuer à pratiquer leur foi en échange d'un impôt, tandis que l'arabe et l'islam s'intégrèrent progressivement à la vie quotidienne. Avec l'avènement du califat omeyyadé, dont la capitale était Damas, la Jordanie acquit une importance accrue. La région devint un élément central du monde islamique naissant. De nouvelles routes commerciales se développèrent, l'administration se renforça et l'arabe s'imposa comme langue dominante. L'islam transforma non seulement la religion, mais aussi les modes de gouvernement, de commerce et d'organisation sociale. Durant cette période, la Jordanie cessa d'être une région frontalière lointaine pour devenir un territoire pleinement intégré à la puissance islamique. Les villes restèrent habitées, les routes commerciales demeurèrent actives, et le désert, loin d'être un obstacle, devint un espace stratégique de contrôle et de communication. La vie quotidienne évolua progressivement. De nouvelles coutumes, des lois inspirées de l'islam et une forte identité arabe commencèrent à façonner la région. Il ne s'agissait pas d'une rupture totale avec le passé, mais d'une transition graduelle, où les éléments byzantins et romains coexistèrent un temps avec les nouvelles structures islamiques. Cette période a jeté les bases de l'identité qui définit encore aujourd'hui la Jordanie, un pays profondément arabe et musulman, marqué par des siècles de diversité religieuse et culturelle. Cependant, la véritable splendeur de cette époque allait bientôt se manifester de façon éclatante. Sous les Omeyyades, le désert jordanien se para de palais, de forteresses et de centres administratifs, aujourd'hui connus sous le nom de châteaux du désert. C'est précisément cette ère de puissance et de raffinement qui nous amène au chapitre suivant de cette histoire. 8. Les Omeyyades et le désert comme centre de pouvoir. Avec le califat omeyyade solidement établi et Damas pour capitale, la Jordanie acquit une position stratégique au sein du nouveau monde islamique. Loin d'être un territoire marginal, le désert jordanien devint un espace clé de pouvoir, d'administration et de loisirs pour l'élite omeyyade. C'est dans ce contexte que virent le jour les célèbres châteaux du désert, symbole visible de la splendeur de cette époque. Ces châteaux, tels que Qasr Amra, Qasr Kharana, Qasr al-Azraq et Qasr al-Halabat, n'étaient pas de simples forteresses militaires. Ils remplissaient de multiples fonctions: résidences temporaires pour les califes et les princes, centres administratifs, points de contrôle sur les routes commerciales et lieux de rencontres politiques. Leur situation au cœur du désert leur permettait de surveiller les voies stratégiques et d'entretenir des contacts avec les tribus bédouines, essentielles à la stabilité du califat. L'un des exemples les plus impressionnants est Qasr Amra, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. À l'intérieur, des fresques exceptionnelles représentent des scènes de chasse,
de la musique, des bains et des figures humaines, une rareté dans l'art islamique tardif. Ces peintures révèlent une phase primitive de l'islam, ouverte aux influences byzantines et perses, et démontrent que la culture omeyyade alliait puissance, raffinement et pragmatisme. Durant cette période, la Jordanie connut une administration efficace. Les routes commerciales reliant la Syrie, l'Arabie et l'Irak furent renforcées, facilitant les échanges de biens, d'idées et de personnes. L'arabe devint la langue officielle et l'islam s'imposa comme fondement de la vie publique, même si des communautés chrétiennes continuèrent d'exister, notamment dans les zones rurales. Le désert, perçu pendant des siècles comme un obstacle, fut transformé en un espace maîtrisé et productif. Les Omeyyades s'adaptèrent à cet environnement, exploitant des puits, des systèmes de collecte d'eau et des alliances tribales. La Jordanie démontra une fois de plus sa capacité à se réinventer au gré des besoins de chaque époque. Cependant, le pouvoir omeyyade ne dura pas éternellement. Les tensions internes, les querelles familiales et le mécontentement d'autres groupes au sein du monde islamique commencèrent à affaiblir le califat. Au milieu du 8e siècle, une nouvelle dynastie prit le pouvoir. Les Abbassides, déplaçant le centre du pouvoir vers l'est. Ce changement entraînerait un déclin de l'influence politique directe de la Jordanie, qui entrerait dans une période de transformation, de conflits et de nouveaux équilibres régionaux. Cette période de transition, semée d'embûches et de confrontations, serait au cœur du chapitre suivant, lorsque la région se trouverait impliquée dans les croisades et les grands conflits médiévaux. Si cette histoire vous captive, je vous demande quelque chose de très simple, mais de très précieux. Abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo dès maintenant. Chaque abonnement et chaque j'aime permettent à cette histoire d'atteindre beaucoup plus de personnes qui, comme vous, cherchent à comprendre le passé pour mieux comprendre le présent. Par ce simple geste, vous contribuez à ce que l'histoire de la Jordanie ne soit pas perdue, mais continue de voyager à travers le monde. Continuons, car cette histoire a encore beaucoup à nous apprendre. 9. Les croisades et la Jordanie comme frontière de guerre. Avec la chute du pouvoir omeyyade et le déplacement du centre politique du monde islamique vers Bagdad sous les Abbassides, la Jordanie connut une période de déclin administratif. Cependant, ce calme apparent fut brutalement rompu à partir du XIe siècle par l'arrivée d'une nouvelle force venue d'Europe qui bouleversa le destin de la région, les croisades. Pour les croisés chrétiens, la Terre sainte ne se limitait pas à Jérusalem. Le contrôle des routes reliant la Méditerranée à l'Arabie et à l'Égypte était essentiel, et la Jordanie occupait une position stratégique clé. De ce fait, le territoire jordanien devint une frontière militaire, un espace constamment disputé entre les armées chrétiennes et musulmanes. L'un des symboles les plus marquants de cette période est le château de Kérak, construit par les croisés au XIIe siècle. Perché sur une haute colline, il dominait les routes commerciales et militaires vers le sud. De là, les seigneurs croisés contrôlèrent les caravanes, levaient les impôts et lançaient des attaques qui affectaient directement les villes musulmanes voisines. Pour la population locale, cette forteresse symbolisait l'oppression, l'insécurité et une guerre permanente. La vie en Jordanie pendant les croisades était rude. Villes et villages se retrouvaient pris en étau entre deux mondes en guerre. Les routes commerciales devinrent dangereuses, les champs pillés et de nombreuses communautés durent s'adapter rapidement pour survivre. Malgré tout, le territoire demeura un point névralgique de l'équilibre des pouvoirs dans la région. La réaction musulmane fut rapide et organisée. À la fin du XIIe siècle, une figure décisive émergea, Saladin, Salah ad-Din, un chef musulman qui parvint à unifier des forces dispersées autour d'une cause commune. Sa stratégie reposait non seulement sur la guerre directe, mais aussi sur l'usure, la diplomatie et le contrôle territorial. En 1187, après la célèbre bataille de Hattin, Saladin infligea une défaite décisive aux croisés et reprit Jérusalem. Peu après, les châteaux croisés de Jordanie, dont Kérak, tombèrent les uns après les autres aux mains des musulmans.
La domination croisée dans la région prit fin et la Jordanie fut de nouveau pleinement intégrée au monde islamique. Avec la victoire de Saladin, la Jordanie fut intégrée à l'empire ayyubide, inaugurant une période de relative stabilité. Les villes furent restaurées, les routes commerciales protégées et la vie quotidienne reconstruite après des décennies de conflits. Bien que les cicatrices des croisades subsistaient dans les châteaux et les ruines, la région amorçait lentement sa guérison. Cette période démontra, une fois de plus, que la Jordanie était bien plus qu'un simple territoire de transit. Elle constitua une étape cruciale de l'histoire, où s'affrontèrent religion, empire et vision du monde. Et bien que les croisades fussent terminées, de nouvelles puissances allaient bientôt émerger pour dominer ces terres. Ce nouveau chapitre allait commencer avec l'arrivée d'une dynastie forte, organisée et durable, les Mamelouks, qui allaient transformer la Jordanie en un pilier défensif et commercial du Moyen-Orient médiéval. 10. Le règne des Mamelouks et la stabilité médiévale. Après la défaite finale des croisés et la reconquête du territoire par Saladin, la Jordanie entra dans une nouvelle ère historique marquée par la consolidation du pouvoir musulman. Au fil des siècles, le contrôle de la région passa aux mains d'une nouvelle force qui allait devenir l'un des piliers du Moyen-Orient médiéval, le sultanat mamelouk. Les Mamelouks étaient à l'origine des soldats esclaves, entraînés dès leur plus jeune âge à la guerre, à la discipline et à une loyauté absolue envers l'État. Au fil du temps, ils se transformèrent en une élite militaire si puissante qu'ils finirent par régner sur de vastes territoires, dont l'Égypte, la Syrie et bien sûr la Jordanie. À partir du XIIIe siècle, cette dynastie prit le contrôle de la région et lui apporta une stabilité qui avait été impossible durant les croisades. Pour les Mamelouks, la Jordanie n'était pas un territoire secondaire. Au contraire, elle occupait une position stratégique cruciale, reliant Damas au Caire et protégeant les routes menant à la Mecque. Ces routes étaient empruntées par les marchands, les armées et surtout par les pèlerins musulmans qui s'y rendaient chaque année pour le Hajj. Garantir la sécurité de ces voies était une priorité absolue. Durant cette période, les Mamelouks renforcèrent les forteresses, reconstruisirent les villes endommagées par la guerre et firent construire des caravansérails, de grands relais fortifiés, où les voyageurs pouvaient se reposer, se ravitailler et trouver refuge. Nombre de ces édifices sont encore visibles aujourd'hui en Jordanie, témoins silencieux d'une époque d'organisation et de contrôle. La vie quotidienne reprit son cours normal. L'agriculture prospéra de nouveau dans les vallées fertiles, notamment dans la région du Jourdain. On y cultivait des céréales, des olives et des fruits, et le commerce régional reprenait. Les villes n'étaient pas immenses, mais elles étaient fonctionnelles, avec des marchés, des mosquées et des centres administratifs qui assuraient le maintien de l'ordre social. Amman, sans être encore la capitale moderne que nous connaissons aujourd'hui, commença à retrouver son importance en tant que centre urbain. D'autres villes, comme Karak et Salt, consolidèrent leur position de centres régionaux clés sous le régime mamelouk. La présence militaire était constante, mais non oppressive. Sa fonction première était de garantir la sécurité et de prévenir de nouvelles invasions. Sur le plan culturel et religieux, la Jordanie s'est pleinement intégrée au monde islamique sunnite, dominé par les Mamelouks. L'enseignement religieux a été promu, les institutions islamiques renforcées et une coexistence relativement stable a été maintenue entre les différentes communautés, condition essentielle à la cohésion du territoire. Cependant, cette stabilité ne dura pas. La fin du XVe et au début du XVIe siècle, une nouvelle puissance émergea d'Anatolie, dotée d'une armée moderne, d'une artillerie avancée et d'une ambition impériale sans précédent, l'Empire ottoman. Son expansion atteignit bientôt les terres de la Jordanie, marquant le début d'une ère nouvelle qui durerait plus de 4 siècles. Ainsi, la domination mamelouk a laissé la Jordanie organisée, protégée et connectée au monde islamique, mais aussi prête à être absorbée par l'un des plus grands empires de l'histoire. 11. La domination ottomane.
4 siècles de contrôle et de transformation. Après une période de stabilité sous le régime mamelouk, la Jordanie s'apprêtait à entrer dans l'une des phases les plus longues et les plus déterminantes de son histoire. Au début du XVIe siècle, une nouvelle puissance émergea dans le monde islamique, l'Empire ottoman. En 1116, après avoir vaincu les Mamelouks à la bataille de Marj Dabik, les Ottomans prirent le contrôle de la Syrie et, peu après, des territoires qui constituent aujourd'hui la Jordanie. Avec cette conquête, la Jordanie intégra un vaste empire s'étendant de l'Europe orientale à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Contrairement aux invasions précédentes, les Ottomans ne vinrent pas pour détruire, mais pour administrer et organiser. Leur objectif était de maintenir l'ordre, de percevoir les impôts et d'assurer la sécurité des routes commerciales stratégiques. La Jordanie était principalement intégrée aux provinces ottomanes de Damas et, dans une moindre mesure, de Sidon. Depuis ces capitales régionales, les villes, les bourgs et les tribus étaient contrôlés. Cependant, le pouvoir ottoman en Jordanie n'était pas toujours direct ni absolu. Une grande partie du contrôle s'exerçait par l'intermédiaire des chefs locaux et des chefs tribaux, qui maintenaient l'ordre en échange d'une certaine autonomie. L'un des aspects les plus importants de la domination ottomane était la protection du chemin du Hadj, le pèlerinage annuel à la Mecque. Chaque année, d'immenses caravanes partaient de Damas pour l'Arabie, traversant le territoire jordanien. Afin d'assurer leur sécurité, les Ottomans renforçaient les forteresses, construisaient des avant-postes militaires et maintenaient des garnisons le long de la route. Des villes comme Ma'an devinrent des points de repos et de ravitaillement essentiels pour les pèlerins. La vie quotidienne sous les Ottomans était simple mais stable. La plupart des habitants vivaient de l'agriculture, de l'élevage et du commerce local. On cultivait des céréales, des olives et des fruits dans les régions les plus fertiles, tandis que les tribus bédouines continuaient leur mode de vie nomade ou semi-nomade, se déplaçant à travers le désert avec leurs troupeaux. Au fil des siècles, la Jordanie n'a pas été un centre politique majeur de l'Empire, ce qui a eu 2 conséquences importantes. D'une part, la région est restée relativement épargnée par les grands conflits impériaux. D'autre part, le développement urbain a été lent et de nombreuses villes sont restées petites et peu peuplées. Amman, par exemple, a connu de longues périodes d'abandon quasi total, réduite à un petit village sans grande importance. Au fil du temps, et plus particulièrement à partir du XIXe siècle, l'Empire ottoman a commencé à s'affaiblir. La corruption administrative, les difficultés économiques et les pressions des puissances européennes ont sapé le pouvoir central. En Jordanie, cela s'est traduit par un affaiblissement progressif de l'État, permettant aux tribus locales d'acquérir une plus grande autonomie. Soucieux de moderniser et de consolider leur pouvoir, les Ottomans mirent en place des réformes appelées Tanzimat, visant à centraliser le pouvoir, à améliorer le recouvrement des impôts et à renforcer l'armée. Ils construisirent également d'importantes infrastructures, comme le chemin de fer du Hedjaz, reliant Damas à Médine et traversant le territoire jordanien. Ce chemin de fer facilita non seulement le pèlerinage du Hadj, mais contribua aussi à une meilleure intégration de la région au sein de l'Empire. Cependant, ces réformes arrivèrent trop tard. Au début du XXe siècle, l'Empire ottoman était considérablement affaibli. Les tensions internes et les mouvements nationalistes s'intensifiaient, et le déclenchement de la Première Guerre mondiale allait sceller son destin. Après plus de 4 siècles de domination ottomane, la Jordanie était sur le point de connaître une transformation radicale. L'effondrement de l'Empire allait ouvrir la voie à de nouvelles puissances, à de nouvelles frontières et à un nouvel ordre politique au Moyen-Orient. Le prochain chapitre sera consacré à la Première Guerre mondiale, à la révolte arabe et à la fin de la domination ottomane, un moment clé qui marquera la naissance de la Jordanie moderne. 12. La Première Guerre mondiale et la révolte arabe. La fin de la domination ottomane. Au début du XXe siècle, l'Empire ottoman n'était plus la puissance inébranlable qui avait dominé la Jordanie pendant plus de 4 siècles. Ses frontières étaient fragiles.
son économie affaiblie, et de nombreuses régions commençaient à contester l'autorité d'Istanbul. C'est dans ce contexte de déclin interne qu'éclata en 1914 un conflit qui allait bouleverser à jamais le destin de la Jordanie et de tout le Moyen-Orient. L'Empire ottoman décida de s'allier à l'Allemagne et à l'Empire austro-hongrois, entrant en guerre contre la Grande-Bretagne, la France et leurs alliés. Cette décision eut des conséquences directes dans les territoires arabes, notamment en Jordanie, qui devinrent des champs de bataille stratégiques dans un conflit mondial qui, jusque-là, semblait lointain. Pour les puissances européennes, le Moyen-Orient n'était pas une simple région de transit, mais une zone stratégique, de par ses routes commerciales, sa position géographique et sa proximité avec le canal de Suez. Pour les peuples arabes, en revanche, la guerre offrait une opportunité historique, la possibilité de se libérer du joug ottoman. C'est dans ce contexte qu'émergea la révolte arabe, l'un des événements les plus marquants de l'histoire jordanienne moderne. En 1916, le shérif Hussein Ben Ali, chef de la Mecque et descendant du prophète Mahomet, se souleva contre la domination ottomane avec le soutien de la Grande-Bretagne. En échange de leur aide militaire, les Britanniques promirent la création d'un vaste État arabe, indépendant après la guerre. Les fils de Hussein, notamment les princes Faisal et Abdallah, jouèrent un rôle déterminant dans la révolte. Depuis l'Arabie, les forces arabes progressèrent vers le nord, traversant des territoires qui font aujourd'hui partie de la Jordanie. Des villes comme Aqaba devinrent des points stratégiques clés. La célèbre prise d'Aqaba en 1917, obtenue après une manœuvre audacieuse depuis le désert, marqua un tournant décisif dans la campagne. Durant ces années, la Jordanie fut le théâtre de mouvements de troupes, de sabotage du chemin de fer du Hedjaz et d'alliances entre chefs tribaux et forces rebelles. Les tribus bédouines jouèrent un rôle crucial, mettant à profit leur connaissance approfondie du désert pour attaquer les lignes de ravitaillement ottomanes et déstabiliser leur contrôle. La guerre fut brutale et semée d'embûches. Les populations locales souffrirent de pénuries alimentaires, de déplacements de population et du fardeau d'une guerre qu'elles n'avaient pas choisie. Cependant, le sentiment que la domination ottomane touchait à sa fin se renforçait de jour en jour. En 1918, avec la défaite finale de l'Empire ottoman, les troupes arabes et britanniques entrèrent dans Damas, scellant la fin de siècle de domination ottomane dans la région. Pour la Jordanie, cela marqua la fin d'une ère et le début d'une ère nouvelle, porteuse d'espoir, mais aussi d'incertitude. Il allait bientôt devenir évident que les promesses faites par les puissances européennes ne seraient pas tenues comme prévu. Des accords secrets, tels que l'accord Sykes-Picot, avaient partagé la région entre les Britanniques et les Français sans tenir compte des aspirations des peuples arabes. Ainsi, bien que la domination ottomane ait pris fin, la Jordanie n'a pas immédiatement accédé à l'indépendance. Le territoire est entré dans une phase de réorganisation politique sous influence européenne qui allait façonner les frontières et les structures de l'État moderne. Ce moment marqua une transition cruciale. La Jordanie tournait la page du monde impérial et s'engageait dans la construction d'une nouvelle identité politique. Au cœur de ce processus se trouvait une figure clé, le prince Abdallah, qui allait bientôt devenir le dirigeant du nouvel émirat de Transjordanie. Ce sera le sujet du prochain chapitre, où nous verrons la naissance de l'émirat de Transjordanie sous domination britannique, le véritable début de la Jordanie moderne. Si cette histoire vous touche, aidez-nous à la faire connaître davantage. Partagez, aimez et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas d'activer les notifications pour ne manquer aucune de ces histoires qui nous aident à comprendre le monde et nous-mêmes. Par ces simples gestes, vous contribuez à ce que l'histoire de Jordan touche davantage de personnes et reste vivante sur tous les écrans. Continuons maintenant, car cette histoire recèle encore d'importantes leçons. 13. L'émirat de Transjordanie et le leadership du prince Abdallah. Après l'effondrement de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale, la carte du Moyen-Orient fut entièrement redessinée. Les anciennes structures impériales disparurent,
Mais l'indépendance promise aux peuples arabes ne se concrétisa pas immédiatement. Au contraire, les puissances européennes entreprirent de réorganiser la région selon leurs propres intérêts, inaugurant ainsi l'ère des mandats coloniaux. C'est dans ce contexte incertain qu'émergea une figure décisive pour l'histoire de la Jordanie, le prince Abdallah Ben Hussein, fils du shérif Hussein de la Mecque et l'un des protagonistes de la révolte arabe. Tandis que son frère Faisal tentait de consolider un royaume arabe en Syrie, une entreprise rapidement contrariée par l'occupation française, Abdallah tourna son attention vers le territoire situé à l'est du Jourdain. En 1920, Abdullah arriva dans la région accompagné de ses partisans, de chefs tribaux et de combattants arabes. Son objectif initial était de marcher sur la Syrie pour chasser les Français et relancer le projet d'Arabe, alors contrarié. Cependant, les Britanniques, qui contrôlaient la Palestine et la Transjordanie, virent en Abdullah une opportunité stratégique. Un chef local légitime, capable de maintenir l'ordre sans avoir recours à une coûteuse occupation militaire. À la suite de négociations avec Londres, un accord crucial fut conclu. En 1921, la Grande-Bretagne reconnut Abdallah comme émir de Transjordanie, un nouveau territoire sous mandat britannique, administrativement distinct de la Palestine. Ainsi naquit l'émirat de Transjordanie, ancêtre direct de l'État jordanien moderne. Abdullah était confronté à un défi immense. La Transjordanie n'était ni un territoire riche, ni un territoire développé. Elle manquait de grandes villes, d'infrastructures modernes et de ressources abondantes. Sa population était principalement composée de tribus bédouines, de communautés rurales et de petits centres urbains, comme Amman, qui à l'époque n'était guère plus qu'un modeste village. Avec patience et habileté politique, l'émir entreprit de bâtir un État à partir de rien. Sa principale stratégie consistait à intégrer les tribus au nouveau système politique, en respectant leurs traditions tout en les intégrant à une structure d'autorité centralisée. Pour ce faire, il forgea des alliances avec les chefs tribaux, offrit la stabilité et promut une idée clé, l'unité sous une autorité arabe légitime. L'un des fondements du nouvel émirat fut la création de la Légion arabe, une force militaire organisée avec le soutien britannique. Cette force garantissait non seulement l'ordre intérieur, mais protégeait également les frontières et renforçait l'autorité de l'émir. Au fil du temps, la Légion arabe devint l'une des institutions les plus respectées du pays. Dans les années 1920 et 1930, Abdullah a progressivement mis en place l'administration de l'État. Des tribunaux ont été créés, les impôts perçus, le réseau routier amélioré et Amman consolidé en tant que capitale politique. Bien que le mandat britannique limitât la souveraineté effective de l'émirat, Abdullah a su gérer la situation avec habileté, élargissant peu à peu son autonomie sans provoquer de conflit ouvert avec Londres. La population, lasse de décennies d'instabilité, trouva dans l'émirat quelque chose de nouveau et de précieux, l'ordre, la prévisibilité et une autorité locale. Bien que la Transjordanie demeurât un territoire pauvre, elle commençait à forger sa propre identité, distincte de celle de la Syrie, de la Palestine ou de l'Arabie saoudite. Cependant, le chemin vers l'indépendance était encore long. L'émirat était économiquement dépendant de la Grande-Bretagne et les décisions clés en matière de politique étrangère restaient sous contrôle britannique. Malgré cela, Abdullah ne perdit jamais de vue son objectif ultime, faire de la Transjordanie un État pleinement souverain. Les tensions régionales, notamment l'escalade du conflit palestinien et les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, allaient bientôt accélérer les événements. Le petit émirat allait être entraîné dans une nouvelle ère de défis qui mettrait à l'épreuve sa stabilité et déterminerait son destin en tant que nation. Ce moment marquera le prochain chapitre, lorsque la Transjordanie franchira l'étape définitive vers l'indépendance et la naissance du royaume hachémite de Jordanie. 14. Indépendance et naissance du royaume hachémite de Jordanie.
Au fil des années 1940, le monde fut de nouveau plongé dans un conflit mondial. La Seconde Guerre mondiale ébranla non seulement l'Europe, mais accéléra également de profondes transformations dans les régions sous domination coloniale. Pour la Transjordanie, cette guerre marqua le début de la fin du mandat britannique et l'aube d'une nouvelle ère historique. Durant le conflit, la Transjordanie demeura un allié stratégique de la Grande-Bretagne. Sa position géographique était essentielle pour le contrôle des voies militaires et d'approvisionnement au Moyen-Orient. La Légion arabe, sous le commandement de l'émir Abdallah et d'officiers formés par les Britanniques, joua un rôle déterminant dans la défense régionale. Cet engagement renforça la position politique de l'émir et témoigna de la capacité de l'émirat à maintenir la stabilité et la discipline. À la fin de la guerre, en 1945, le monde avait profondément changé. Les puissances européennes étaient affaiblies et les mouvements indépendantistes gagnaient en influence en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Dans ce nouveau contexte international, le maintien du mandat britannique en Transjordanie commença à perdre de sa légitimité. Abdullah sut saisir l'opportunité historique. Après des années de négociations diplomatiques, le 22 mars 1946, la Grande-Bretagne reconnut officiellement l'indépendance de la Transjordanie. Peu après, le 25 mai de la même année, l'émirat devint un État souverain sous un nouveau nom, le royaume hachémite de Jordanie. Abdullah fut proclamé roi Abdallah Ier, devenant ainsi le premier monarque du pays. L'indépendance ne se résumait pas à un simple changement de statut politique. Elle marquait la naissance d'une identité nationale. La Jordanie abandonnait son statut de territoire administré par des puissances étrangères et entamait l'écriture de sa propre histoire en tant que nation. Amman, qui quelques décennies auparavant n'était qu'un petit village, s'affirmait comme la capitale d'un jeune royaume, certes, mais un royaume semé d'embûches. Cependant, l'indépendance survint dans un contexte régional extrêmement tendu. En 1948, à peine 2 ans après la proclamation du royaume, la première guerre israélo-arabe éclata suite à la création de l'État d'Israël. La Jordanie fut directement impliquée dans le conflit et la Légion arabe joua un rôle central dans la conquête et l'administration de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Ce conflit a eu des conséquences profondes. Des milliers de réfugiés palestiniens ont traversé le Jourdain en quête de sécurité, transformant la démographie du jeune royaume. La Jordanie, déjà confrontée à des difficultés économiques, a assumé une immense responsabilité humanitaire, intégrant une grande partie de cette population à son territoire et à sa structure sociale. Malgré les difficultés, le leadership d'Abdallah est resté inébranlable. Le roi s'est efforcé de concilier les intérêts régionaux, les pressions internationales et la stabilité intérieure. Il ambitionnait de créer un État arabe modéré, doté d'institutions fortes et jouant un rôle diplomatique actif au Moyen-Orient. Cependant, cette voie n'était pas sans risque. Les tensions politiques, les rivalités régionales et le conflit israélo-palestinien placèrent le roi dans une situation précaire. En 1951, l'assassinat d'Abdallah Ier à Jérusalem bouleversa profondément le pays et mit à l'épreuve la stabilité du jeune royaume. La monarchie hachémite a cependant survécu. La succession a eu lieu et la Jordanie a poursuivi son processus de consolidation en tant qu'État indépendant, confronté à de nouvelles menaces, mais renforçant également son identité nationale. Le royaume hachémite de Jordanie est né dans des temps difficiles, forgé au milieu des guerres, des négociations et des sacrifices. Et c'est au cours des années suivantes que le pays allait démontrer sa capacité à résister, à s'adapter et à tenir bon dans l'une des régions les plus complexes du monde. Cette période de consolidation, marquée par des réformes, des conflits et la recherche de stabilité, sera au cœur du dernier chapitre où nous explorerons la Jordanie moderne et son rôle sur la scène régionale contemporaine. 15. La Jordanie moderne. Stabilité, défis et continuité historique. Après son indépendance et les années tumultueuses qui ont suivi la création du royaume hachémite de Jordanie,
le pays est entré dans une phase décisive. La consolidation de son État dans un contexte régional marqué par des conflits incessants. Du milieu du XXe siècle à nos jours, la Jordanie a dû apprendre à survivre et à se maintenir dans l'une des régions les plus instables du monde. Après l'assassinat du roi Abdallah Pierre en 1951, le trône revint brièvement à son fils Talal, qui abdiqua peu après pour raison de santé. C'est alors que l'une des figures les plus importantes de l'histoire jordanienne accéda au pouvoir, le roi Hussein Ier, petit-fils d'Abdallah, qui régna sur le pays pendant près d'un demi-siècle. Hussein accéda au trône très jeune, à une époque extrêmement complexe. La Jordanie était confrontée à des pressions internes, à des tensions avec ses voisins et au poids constant du conflit israélo-palestinien. Malgré cela, le roi fit preuve d'un leadership exceptionnel, plaçant la stabilité, l'équilibre politique et la diplomatie au cœur de son règne. Au cours des décennies suivantes, la Jordanie a connu des guerres régionales, comme les conflits israélo-arabes de 1967 et 1973, qui ont engendré de nouvelles vagues de réfugiés et d'immenses difficultés économiques. La perte de la Cisjordanie en 1967 a été un coup dur pour le pays, tant sur le plan territorial qu'émotionnel. Cependant, la Jordanie a choisi de ne pas s'enliser dans un conflit perpétuel et a commencé à tracer sa propre voie. L'un des moments les plus difficiles fut Septembre Noir en 1970, lorsque les tensions internes entre l'État jordanien et les groupes armés palestiniens menacèrent de déstabiliser complètement le pays. Le conflit fut brutal et douloureux, mais son règlement permit à l'État de réaffirmer son autorité et de préserver l'unité nationale. Au fil des ans, la Jordanie s'est affirmée comme un acteur modéré dans la région, privilégiant le dialogue et la coopération internationale. En 1994, sous le règne du roi Hussein, elle a signé un traité de paix avec Israël, une étape historique visant à garantir la sécurité et la stabilité à long terme, malgré certaines critiques internes. Après la mort d'Hussein en 1999, le trône est revenu à son fils, le roi Abdallah II, qui règne encore aujourd'hui. Abdallah II a hérité d'un pays à l'identité forte, mais confronté à d'énormes défis. La rareté des ressources naturelles, la dépendance économique, le chômage et les conséquences des guerres dans les pays voisins, comme l'Irak et la Syrie. Sous son règne, la Jordanie a accueilli des millions de réfugiés, démontrant une fois de plus son rôle humanitaire dans la région. Malgré les difficultés, le pays a maintenu une remarquable stabilité politique, investissant dans l'éducation, la modernisation des institutions et l'engagement international. Aujourd'hui, la Jordanie est un pays où se mêlent tradition et modernité. Ses villes se développent, sa société évolue et son histoire reste vivante à chaque coin de rue, des ruines de Petra aux rues d'Amman, des tribus bédouines du désert à une jeunesse ouverte sur le monde. L'histoire de la Jordanie n'est pas celle d'un empire conquérant ni d'une richesse débordante. C'est celle d'un peuple qui a appris à résister, à s'adapter et à survivre. Un petit pays par sa superficie, mais d'une importance historique immense. Des anciennes civilisations du désert au royaume moderne que nous connaissons aujourd'hui, la Jordanie a démontré que la véritable force ne réside pas toujours dans la puissance militaire ou économique, mais dans la capacité à préserver son identité, sa dignité et sa stabilité face à l'adversité. Ainsi s'achève ce voyage à travers toute l'histoire de la Jordanie, une histoire écrite avec du sable, de la foi, de la diplomatie et de la résilience. Une histoire qui reste vivante, qui s'écrit jour après jour au cœur du Moyen-Orient. L'histoire de la Jordanie n'est pas seulement l'histoire d'un pays du Moyen-Orient, c'est l'histoire de ce que signifie persévérer lorsque le chemin semble injuste, difficile et semé d'épreuves. C'est l'histoire d'un peuple qui a connu la pénurie, des guerres voisines, l'exil et la perte. Un peuple souvent soumis à des décisions prises loin de ses terres. Et c'est peut-être pour cela que cette histoire nous touche si profondément. Car, comme Jordan, nous avons tous connu des moments où nous avons eu l'impression que le monde était plus fort que nous. Mais Jordan nous laisse une leçon claire et puissante.
La stabilité ne provient pas toujours de la force, mais de la résilience. La paix ne vient pas toujours avec les victoires, mais avec la sagesse. Et l'avenir ne se construit pas en oubliant le passé, mais en tirant des leçons de celui-ci. La Jordanie a trouvé sa voie en préservant son identité, en privilégiant l'équilibre et le dialogue, démontrant que même au milieu du chaos, il est possible d'avancer. Et en apprenant toute son histoire, nous comprenons quelque chose d'essentiel, que peu importe la rudesse de l'environnement, s'il y a unité, mémoire et but, il y a toujours une issue. Ainsi s'achève l'histoire de Jordan, non pas comme une fin en soi, mais comme une preuve vivante que la résistance peut aussi être une forme d'espoir. Avant de nous dire au revoir, je veux savoir quelque chose d'important. Que vous a fait ressentir cette histoire? Laissez un commentaire. Votre opinion compte non seulement, mais elle permet aussi à cette vidéo de toucher un public beaucoup plus large qui, comme vous, cherche à comprendre le monde à travers l'histoire. Et si ce n'est pas déjà fait, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Grâce à votre soutien, nous pouvons continuer à raconter des histoires qui ne doivent pas être oubliées. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. Rendez-vous pour le prochain voyage à travers l'histoire.